I want you to remember how that hurt. Because when they say all this, when they say what you do, that's cute, it's a hobby, it's like stamps or butterfly collecting, you feel your face, how it feels now. Yeah, you almost pulled it off. So you remember your Uncle Boris and what he's telling you, because you're going to join the circus, I can tell. You can't hardly wait. You want to be in the big top. You'll shovel elephant shit until they say, okay, Sammy, now ride the goddamn elephant. Oh, you love those people, huh? Your sisters, your mama, your papa. Except this. This I think you love a little more. No, I don't. All right, run all you want, boy chick, but you know I ain't whistling Dixie here. You will make your movies, and you will do your art. And you remember how it hurt. So you know what I'm saying? Art will give you crowns in heaven and laurels on earth. But it'll tear your heart out and leave you lonely. You'll be a shanda for your loved ones, an exile in the desert, a gypsy. Art is no game. Art is dangerous as a lion's mouth. It'll bite your head off. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 26. Cette semaine, émission Recoller les morceaux, naissance d'une passion et vers sa destinée. La lumière s'éteint déjà, le film est triste à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans son coin, son cinéma va fermer. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance et le rideau sur l'écran va tomber. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui a le mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, une émission un peu particulière et spéciale, puisque nous allons parler exclusivement du dernier long métrage en date de Steven Spielberg, donc The Fabelmans, sorti en France il y a 2 semaines. Et voilà, c'est à peu près tout. Et nous allons en profiter du coup via ce film pour revenir évidemment, pour tisser des liens thématiques et formel dans toute la filmographie de Steven Spielberg. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, malgré la CGT et tous les syndicats qui bloquent la France, voilà, qui paralysent le pays, qui l'empêchent d'aller de l'avant, nous continuons notre mission critique évidemment indispensable pour le bien-être de la nation, et ce ne sont pas quelques virulents gauchistes qui vont nous empêcher de faire notre émission en direct comme tous les soirs donc. Et donc voilà, nous allons parler de ça. Peut-être que pour les prochaines semaines, ça sera un peu perturbé, mais on va toujours s'arranger évidemment pour continuer à faire des émissions. En tout cas, si grève reconductible il y a, n'hésitez pas à aller manifester et jeter des pavés et autres choses dans les magasins et dans la police, par exemple. On ne sait jamais. Ce sont Si des tu conseils. fais un appel à la violence, tu vas avoir 15 jours d'exclusion et on va te retirer ton indemnité de parlementaire si tu continues Ah oui, comme c'est ça. vrai, c'est ça. Donc bref, en tout cas, allez manifester, mais nous allons quand même continuer. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques agendas, mais pas grand-chose, puisque donc évidemment les blocages et les grèves perturbent quelque peu le programme des universités notamment, puisque donc le Ciné Tambour bloque ses activités jusqu'à nouvel ordre, en tout cas demain, mardi 8 mars, donc pas de séance. Mais il y a encore des choses qui Mercredi. se passent dans Rennes. Mercredi. Oui, mercredi, oui. Et donc notamment à partir de demain, mercredi 8 au TNB jusqu'au 22, il y a un focus Bong Joon-ho au ciné du TNB, avec notamment la ressortie et remasterisation de The Host par c'est Joker, je The crois qu'il Jokers, ressortent. oui. Ouais. Et donc voilà, il y aura aussi d'autres films de Bong Joon-ho à voir ou revoir. Et ce jeudi, le 9 mars, au cinéma Arvor, dans le cadre des rendez-vous de Clair Obscur, ce sera la projection de Lost Highway de David Lynch, qui est repassé récemment au TNB aussi dans le cadre d'une mini-rétro David Lynch, mais qui évidemment qui passait à des horaires absolument impossibles et qui donc empêchait les honnêtes travailleurs comme nous d'aller voir les films.
Et donc voilà, sinon sortie nationale, et bah c'est vraiment pas la folie, hein. Il y a Scream 6. Je savais même pas qu'il y avait un 5 et j'ai vu aussi à cette occasion qu'il y a eu une série Scream. Ça m'échappait totalement. On avait parlé du 4, il me semble. Hein. Je crois, ouais. Ouais. J'ai- C'est le à 5, l'époque t'as où pas il y avait vu, le grand Thibaut timonier. Parce que toi, t'es assez client des Scream, des conneries de Wes Craven. Bah tout ça. oui, mais je me suis arrêté au 4. J'ai pas vu la série, j'ai pas vu le 5 et le 6, je le verrai pas. Parce que Wes Craven est mort, donc du coup, par respect, tu t'es dit que t'allais arrêter. Oui, peut-être. Voilà, c'est ça. Peut-être que la saga va plonger dans les tréfonds de la nullité comme les Halloween de Carpenter, on sait jamais. Ah, ça risque d'être plutôt comme les vendredis 13, parce que celui-là se passe à New York, donc c'est un peu Ah. comme Jason Takes Manhattan, Ah oui, qui est très bien, le ça. vendredi 13, Super. numéro je sais plus combien. Je crois que- 8. Je crois que le télévisé Huit. mais personnellement, dans les vendredis Super 13, baston, mon, c'est- mon préféré, c'est le 9 et le 10. C'est Jason va en enfer et après Jason dans l'espace. Bon, c'est le 6. Le 5 est tout pourri. C'est vraiment le pire, c'est le 5. Il me semble que le 6 C'est c'est genre pas mal. vraiment débattre dans une bassine de caca pour savoir Bah laquelle oui. crotte est la pire. Quoi. Bah oui. Voilà, sinon, en parlant de caca, il y a le nouveau film de Darren Aronofsky qui sort, The Whale, avec Brendan Fraser qui est genre déguisé en gros. Et donc c'est l'histoire d'un gros qui est triste parce qu'il est gros et donc il va voir des gens pour essayer d'être moins triste. Film misérabiliste sur un gros qui vaut en ce moment tous les honneurs à Brendan Fraser. Évidemment, c'est mérité parce que je trouve que c'est un merveilleux acteur. Et donc voilà, performance pour jouer un gros. Évidemment, le film est attaqué pour être une genre de apologie de la grossophobie, tout ça. Venant de la part de Darren Aronofsky, ce gros étron, ça ne serait pas très étonnant qu'il fasse des films misérabilistes et complaisants. Ouais. Et donc voilà, personnellement, c'est sans moi. Ça sera sans moi, sans Voilà. doute aussi. Rappelons que le meilleur film de Darren Aronofsky, c'est Noé. Jusque-là, c'est. C'est clairement son plus J'ai drôle jamais et vu son ça, plus j'ai jamais fun. vu Ah bah ça, celui-là. c'est très très Avec drôle. Russell, avec Gros Russell. Exactement. Fat Russell. Avec Fat Russell qui se donne à fond là, quand il est bourré sur la plage de Galets et tout, il est tout nu. Et... Bon, un rôle de composition. Faudrait que je regarde ça. Ah, ouais. un Ah bah certain- je te recommande, hein. Ouais. C'est un très bon moment. Et voilà, et sinon, le seul autre chose que j'ai noté, c'est le nouveau film de François Ozon, Mon Crime, avec Lucchini, avec Ouais, Danny Boone, avec Las Palais. Ouais. Et voilà. Et Je pense que voilà. tu te laisseras J'en ai tenter plus. juste pour aller voir l'Espalès. Je suis sûr que tu vas. Je suis sûr que tu nous le diras pas, mais je suis sûr que tu vas y aller. Je ne craquerai peut-être pas pour la salle, mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, je le verrai. Oui. Voilà. Une certaine politique des auteurs. Exactement, c'est ça. Moi, quand j'ai vu Las Palais arriver dans la bande, j'étais ah merde, j'étais ah putain, mais fabuleux. Ça, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Nous ne parlerons pas de tout ça la semaine prochaine. Voilà. Bon, il y a le Sam Mendes aussi, mais j'imagine que ça vous. Oui, on peut avoir non, moi ça m'attire Ouais, pas non, des sans masses, plus, quoi. Moi non, Sam Mendes, pareil, un intérêt, limité. un désintérêt impoli pour sa carrière. Il y a le film du mec qui a fait de Florian Zeller. Oui, qui est sorti la semaine dernière, The Sun, après The Phaser, on en parlait avec Thibaut. Donc je suppose que le prochain sera The Holy Spirit. Oui, je voilà, suppose. je sais pas. Si c'est ça, vous me devez un verre. Oui, ça marche. Ok, banco. Donc voilà, c'est le programme. On va passer tout de suite à la section critique de cette émission. Et donc, on va parler de grands cinéastes au pluriel et aussi une question de ligne d'horizon. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office. En attendant Godard sur syllabe, et donc c'était Gene Pitney avec la chanson The Man Who Shot Liberty Valance, précédé donc évidemment d'un extrait de The Fabelmans de Steven Spielberg, dans lequel on pouvait entendre John Ford prodiguer quelques conseils au jeune Sammy Fabelmans. Sammy Fabelmans, donc, qui est le personnage principal du nouveau film de Steven Spielberg, donc film très largement autobiographique, s'il en est, puisque donc, le héros s'appelle Sammy, qui est le deuxième prénom de Steven Spielberg, par exemple. Et donc, de toute façon, il l'avait dit, et ce sont des choses sur lesquelles il est beaucoup revenu durant la promotion du film, qui donc raconte de manière romancée, on va dire, sa propre jeunesse entre ses 6 ans et ses 18-20 ans. En gros,
Et comment est-ce qu'il a découvert le cinéma et comment est-ce qu'il s'est mis à faire ses premiers films tout en voyant le couple de ses parents se déliter et s'éloigner au fur et à mesure. Et donc évidemment, ce sont des choses sur lesquelles il est beaucoup revenu dans sa propre filmographie par le biais fictionnel, la question du couple en crise et des parents notamment, et comment est-ce que c'est vécu par les différents enfants qui étaient les passages principaux de ces films, notamment donc, dans Rencontre du troisième type, E.T. ou encore Arrête-moi si tu peux, bien évidemment. Et donc, sauf qu'il va revenir là-dessus, parce que pendant très longtemps, dans son cinéma, donc Spielberg, on va dire que le mauvais rôle était souvent dévolu au père, avant de changer parfois un petit peu de braquet, mais donc la mère était plus idéalisée que le père, justement, parce qu'il avait énormément de ressentiment contre son père, donc Arnold, qu'il voyait comme le responsable de la fin du couple donc de ses parents. Et donc c'est ce qui fait qu'il ne lui a pas parlé pendant plus de 15 ans, et ils se sont mis à peu près à se reconnecter, on va dire, à la fin des années 80, au moment où Spielberg est entré en thérapie, et au même moment où donc Spielberg fait Indiana Jones et la dernière croisade, film qui parle donc d'une réunion entre un fils et son père. Et donc, comme je le disais, ce sont des choses qu'il a beaucoup traitées tout au long de sa filmographie. Et ce qui, moi, à ma première vision donc, de The Fabelmans, m'a un peu déconcerté parce que j'avais l'impression que tout ça, finalement, il en avait déjà parlé et parfois en mieux parce qu'il passait par le prisme de la fiction, donc avec des choses qui sont évidemment on va dire, plus travaillées, qui sont peut-être moins littérales ou en tout cas qui me paraissaient plus intéressantes, et ce qui me donnait peut-être un côté un petit peu déceptif avec The Fabelmans, mais qui, à la revoyure et puis après quelques temps de réflexion quand même, me paraît tout aussi intéressant et tout aussi pertinent parce qu'évidemment, Spielberg étant Spielberg, il ne fait pas un documentaire, il fait un pur film de cinéma. Et évidemment, pour parler de sa reconstruction et de cette vision qu'il avait du couple de ses parents, passe évidemment par le prisme de la fiction et aussi presque par une réécriture de sa propre histoire et de la manière dont lui se voyait enfant et puis adolescent et dans la manière dont il voyait le couple de ses parents. Donc le couple de ses parents qui dans le film est interprété par Paul Dano et par Michelle Williams. Donc Michelle Williams, grande actrice que l'on connaît, je pense que Thibaut pourra nous parler de tous les rapports qu'entretient. Donc le film de Spielberg avec Dawson, par bien des aspects. Et Paul Dano qui pour le coup est un acteur que j'aime vraiment pas du tout et qui là m'a paru extrêmement juste, mais ce qui est très étonnant, c'est que donc Paul Dano, ça fait 20 ans qu'il joue des personnages de gros dégénérés, de vrais tarés, et quand il a vu donc que Spielberg s'est dit ah tiens papa, donc c'est quand même assez étonnant de le voir dans ce rôle-là, on va dire. Mais donc je parlais du travail de réécriture et de reprise d'éléments biographiques de sa propre vie, et je trouve que là Spielberg de toute façon, ça a beaucoup été dit dans toute la presse américaine et puis française au moment de la sortie du film. C'est une lettre d'amour au cinéma, ce qui déjà ne veut rien dire. Parce qu'après les lettres d'amour au cinéma, bientôt on aura un mail de haine ou bien un courrier de rappel URSAF donc pour le cinéma, et plus qu'une lettre d'amour au cinéma, ce qui ne veut rien dire. C'est pas vraiment une lettre d'amour au cinéma de manière générale, comme on a pu le voir par exemple dans le dernier Damien Chazelle, donc Babylone, qui là se voulait à la fin du film dans un propos englobant sur la beauté du cinéma, sur la grandeur des images, la puissance de la salle. Là, Spielberg, je trouve que ce qui fait aussi la force du film, c'est que justement, il se restreint dans son ampleur en ne parlant pas du cinéma de manière générale, mais de sa vision du cinéma et comment est-ce que lui, il l'a abordé très jeune et comment est-ce qu'il a essayé de comprendre et de voir tout l'intérêt que le cinéma pouvait avoir pour une personne, pour lui, qui se sentait presque en déshérence vis-à-vis de ses parents. Je ne sais pas, messieurs, si vous voulez peut-être rebondir avant qu'on continue à parler de plus Oui, avant, alors mais... quand tu dis que Steven Spielberg se restreint dans son ampleur, moi je suis tout à fait d'accord, dans le sens où Ce qui n'est pas un défaut. Hein. Le film, avant de voir le film, j'ai très peu lu d'articles et vu d'images et lu de commentaires pour avoir la surprise vraiment éclatante à la vision du film. Et en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où voilà, Steven Spielberg retrace une grande partie de sa vie, donc, et je m'attendais à la limite, à la vue du synopsis, peut-être une grande fresque familiale, parce que le film court sur une belle dizaine d'années. Et en effet, cette fresque familiale est quasi en fait déceptif, et je pense que c'est une des premières forces du film. Et en ce sens-là, il me semble que ce refus
quasi de la dimension épique, rapproche The Fabelmans avec Armageddon Time de James Gray, dans le sens où le film fait un commentaire sur sa vie. James Gray fait également un commentaire sur ce que va devenir l'Amérique. Steven Spielberg le fait également parce que le film, tu vois que Steven Spielberg est absolument sûr de sa force. Bien entendu, voilà, on ne va pas refaire toute sa filmographie, mais il est sûr de sa mise en scène, il est sûr de son écriture, sachant que c'est lui qui a coécrit le scénar, et c'est assez rare qu'on le voit C'est rare, il a crédité coécrit avec au générique. Tony Kushner, qui était son co-scénariste sur A West Side Story, et Spielberg. Et sur Munich. Et sur Munich, officiellement, il a coécrit très peu de ses films. Il a fait Rencontre du troisième type, il a fait AI, et il a fait celui-là. C'est le seul où il est crédité, du moins, où on le voit. Comme co-scénariste. Et ça, déjà, je trouve que c'est une force parce qu'en ce sens-là, il déjoue un petit peu les attentes. Et je trouve que voilà, le film en plus gagne paradoxalement en richesse dans le sens où il va faire des commentaires voilà, sur ce que va également devenir l'Amérique, ce que va devenir la communauté, ce que vit la communauté juive. Par exemple, les rapports, il y a également des situations sur des rapports de classe, des rapports, comment dire, la question du travail est hyper importante, le déménagement, cette espèce de famille en fait, qui est quasi une famille nomade. Mais voilà, il y a des commentaires, mais qui sont assez subtils. Le film n'est en rien littéral, et je pense que ça vient du coup de ce refus de l'épique et de rester dans une dimension intime, au final, fait que voilà, le film arrive à faire finalement le grand écart dans une belle contradiction entre des choses amples, mais qui dans le film ne le sont pas du tout. Donc ça, je trouve que c'est absolument merveilleux, et on sent que Steven Spielberg voilà, est sûr de sa force, et ça fait du bien de voir. Je trouve ça toujours agréable de voir un vieux papy Steven ou tonton Steven à 75 ans nous balancer un film qui pourrait être quasi un film testament. Je veux dire, s'il arrête sa filmographie sur ce film-là, personne n'y trouverait rien à redire. C'est pas prévu, hein, c'est pas prévu, bien entendu. Comme Clint Eastwood, c'est pas prévu en fait. Mais voilà, du coup, ça, je trouve que c'est une des grandes et une belle force du film à ce niveau-là. Erwan. Alors moi, je vous rejoins absolument sur cette espèce de modestie apparente, alors qui touche plus la narration que la mise en scène, parce que la mise en scène, moi je trouve, il y a quand même une très belle amplitude. Moi, je trouve on y reviendra de toute façon sur notamment toute la question du montage. Ça marche, ça roule tout seul hein, comme film là-dessus. Ça paraît facile. Ouais, ça paraît fastoche effectivement. Mais non, moi je trouve ce que j'ai trouvé, il y a deux choses qui m'ont surprise dans le film. La première chose, c'est que moi je m'attendais à ce que ce soit justement un film sur le cinéma, alors qu'en fait c'est plutôt un mélodrame familial qu'un film sur le cinéma. Le cinéma et le cinéma est là pour montrer à quel point justement justement ce que dit son oncle Boris, quoi, l'art et la vie personnelle s'entremêlent nécessairement chez un créateur. Et ça va te déchirer. Voilà, je trouve ça assez et comment justement ce sont les douleurs aussi qui vont te permettre et c'est là où le cinéma est intéressant, c'est que c'est le cinéma comme révélateur. Moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans le film, c'est que le cinéma est à la fois un révélateur pour le jeune Samy de sa capacité en fait à faire ressentir des choses aux gens. Et ça, il en prend conscience à chaque projection qu'il fait dans le film. Mais c'est aussi le révélateur, c'est aussi le révélateur des secrets, des secrets de sa famille, des troubles à l'intérieur de sa famille, avec notamment cette scène moi, que je trouve superbe voilà, on va reparler de cette scène-là parce qu'on s'est obligé justement parce que voilà, cette scène où il monte un film de vacances et il découvre l'adultère de sa mère, quoi. Enfin, il découvre que sa mère a une relation avec le meilleur ami de son père qui est interprété par un Seth Rogen qui est impeccable d'ailleurs dans le film. Et voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment voilà, c'est assez effectivement assez subtil, quoi. Et puis alors moi il y a un deuxième truc qui m'a vraiment plu, c'est que si évidemment il y a une part d'idéalisation dans sa famille qui est relative mais qui est quand même là, il n'y a pas de mythification par contre de sa vocation, et ça je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que le cinéma apparaît pas comme un truc qui est tu vois, comme une espèce de destin en fait qui s'imposerait à lui, c'est-à-dire qu'en fait c'est plein d'allers-retours à l'intérieur du film entre ça m'intéresse mais je veux plus en faire pour telle raison, et voilà, je trouve que là il y a un truc, c'est-à-dire c'est vraiment à la toute fin du film, quoi, avec la rencontre avec John Ford, que quelque part le déclic véritablement se fait sur sa carrière en fait. La passion, on va dire, qu'il pourrait prendre pour les images, elle vient pas d'une caméra, elle vient pas d'un truc.
quand il sort de sa première projection, quand il a 6 ou 7 ans, donc le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000, le premier truc qu'il va demander, c'est pas une caméra, c'est un train pour refaire l'accident de train qu'il voit dans le film et qui le marque profondément, qui est le trauma originel, qui est presque l'arrivée du train Ah bah, on regarde La Ciotat, hein, c'est en pleine gueule de complètement ça. Steven. Quoi. C'est- Et donc, c'est ça qu'il va demander parce qu'il veut revivre cette image traumatique, il veut la revoir, il veut la refaire, et après, pour pouvoir la garder, justement, il faut la refilmer. Oui, et puis l'idée que justement le cinéma quelque part lui apprend que il y a des choses, il peut y avoir des choses dramatiques dans l'existence en fait. Il y a Et du que- drame, et, il y a de la mort, de la ouais, violence. voilà, exactement. la il y a des- tromperie. voilà. Et ça, moi je trouve que justement le fait que il se met à faire des films et comment est-ce qu'il passe en fait de spectateur à comment dire, non pas à artiste justement, Mhm. mais de spectateur à artisan. Tu vois, Comment est-ce qu'il apprend voilà, et d'artisan et comment la vocation c'est c'est avec cette rencontre avec John Ford, une rencontre assez étrange quoi, mais c'est cette rencontre là voilà, qui déclenche qui déclenche le truc qui va devenir cinéaste. Et je trouve que en fait c'est toute la maturation en fait qui amène à une prise de conscience de c'est ça que je veux faire comme métier. Voilà. Et non pas d'une vocation qui serait là dès le départ et qui serait innée en fait. Et il montre au contraire justement comment est-ce que c'est un apprentissage à la fois personnel sur la technique, mais que c'est un apprentissage aussi. Il faut qu'il social. voilà, il faut qu'il mûrisse en tant que jeune homme par les relations à l'école, par la découverte de l'antisémitisme, par les problèmes avec ses parents, etc. Il faut qu'il découvre tout ça pour pouvoir arriver à l'étape suivante, quoi. C'est-à-dire de dire c'est ce que je veux faire, c'est raconter des histoires, quoi. Parce que cet apprentissage, Ouais. du coup, il se fait aussi évidemment donc, avec les différentes relations qu'il va entretenir avec ses amis, avec Et avec sa mère surtout. avec ses bullies quand il sera au Mm. collège et puis au lycée, et le rapport évidemment conflictuel, ou en tout cas qui peut sembler conflictuel avec ses parents, entre son père qui est un technicien pour des ordinateurs IBM, tout Mais ça, qui a un- qui est génie, hein. voilà, qui est un petit Ouais. génie, qui est un mec hyper cartésien, qui est assez procédural, qui pense vraiment à la technique aux côtés de la fabrication de la chose Ouais. et de la rationalité finalement, alors que sa mère, elle, qui est Plus fantasque, quoi. qui est plus fantasque, qui est plus plus justement excentrique. dans l'art, qui est une pianiste, une bonne musicienne Mm. plutôt, et qui elle l'encourage à aller dans une Mais lui, voie il encourage plus aussi. artistique, alors que lui, son père, il pense que le cinéma c'est plus un hobby, Ouais, mais malgré tout, le côté technique est quand même important parce Ouais. qu'il est inculqué justement par son père, et de toute façon c'est ce que travaille C'est- Spielberg c'est ça, dans ouais. toute sa filmographie, c'est un vrai artiste, un pur raconteur d'histoire, et c'est surtout un technicien de ouf quand même. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, C'est vraiment c'est- le mix des deux. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il montre en fait comme ce qu'il est en fait effectivement, c'est le produit de ses deux parents. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui domine l'autre en fait. Après, on peut nous choisir en tant que spectateur plutôt un côté ou l'autre. Mais Ce je que trouve- lui a cru Ouais. pendant des années, par exemple. tu vois, Exactement. que- Et je trouve que le personnage de son père, je trouve, est vachement bien parce et puis il y a un truc chez son père qui est moi je trouve super fort, c'est que dès le début du film, dès la première scène du film, en fait, le père il veut expliquer le monde Mm. à ses enfants. Il veut que ses enfants, il veut que ses Comment enfants, marche le voilà, cinéma, par exemple. voilà, et il veut que ses enfants comprennent comment fonctionne le monde sur le plan matériel en fait. Sur le plan technique. Voilà. Et je trouve que du coup ça rend d'autant plus difficile, je trouve, les scènes, notamment il y a une scène de repas voilà, où les parents s'engueulent, et quelque part les parents ont à la fois tous les deux raison et tous les deux tort en fait. Donc il y a une espèce de voilà, il y a pas un choix tranché, je trouve, et je trouve que ça aussi ça rajoute justement à cette espèce de, je dirais pas de normalité, mais le fait que un truc auquel moi personnellement je crois beaucoup, qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on fait déjà d'une part, et on ne sait pas ce qu'on fait aux autres, je veux dire, en bien ou en mal d'ailleurs. Et comment est-ce que justement des choses, le rapport qu'on peut avoir avec nos parents notamment, je veux dire, les parents ont généralement, et ça on s'en rend compte que quand on devient adulte, c'est que les parents ont aucune conscience de ce qu'on va devenir. En fait, ils ont strictement aucune conscience. Nous, on a l'impression toujours d'être en bien ou en mal, encore une fois, nous, parce que eux sont eux, en fait, mais eux ont aucune conscience de ça. Et je trouve ça intéressant de voir comment les parents sentent les choses, mais alors parfois ils lui disent pas, ou parfois ils lui disent mal, parfois le père dit pas et elle dit mal.
où dit maladroitement les choses et où il y a quelque chose d'étouffant chez chacun des deux parents en fait. Il y a une dimension étouffante. Parce qu'il y a des choses de cachées, donc voilà. du coup, on peut pas les révéler. Voilà, exactement. Et je les trouve. Enfin, moi, j'ai trouvé que le couple est super touchant, quoi, parce que ça ressemble à des gens. Enfin, en fait, c'est tout bête, hein, mais Ça ressemble à des gens normaux. Bah ouais. En fait, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de regarder un film de Spielberg et j'ai pas du tout l'impression de voir des héros. Bah, c'est vraiment ce côté. De toute façon, et ils sont idéalisés quand même. C'est ça le truc, mais quoi. c'est vraiment ce côté de toute façon que Spielberg creuse depuis une quinzaine d'années, Ouais. du côté du cinéma classique, justement, d'avoir des gens de la middle class qui portent des chemisettes dégueulasses parce que c'est des employés de bureau ou bien des machins comme ça, mais dans un terreau qui est réaliste, même si a priori pour nous c'est loin parce que c'est l'Amérique des années 50 et puis des années 60, mais on a été tellement nourris de cet imaginaire-là et lui-même aussi parce qu'il l'a vécu, que finalement ça paraît presque naturel. Il y a un côté vraiment presque palpable de leur relation, on y croit, à ce petit couple tranquille dans des banlieues pavillonnaires en Arizona ou bien... Il y a quand même une dimension fantasmée dans la mesure où le contexte autour apparaît quasiment pas. C'est-à-dire l'histoire des États-Unis est quasiment pas convoquée en fait dans ce film-là. On a vraiment une espèce d'impression de bulle en fait. Mais Les seuls événements qui seront évoqués, c'est la Seconde Guerre mondiale, par exemple, parce que les gens l'ont fait. Et on ne sait pas ce que le père a fait, par exemple. Voilà. Et on ne sait pas comment le père, en tant que juif, se sent par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on sent, voilà, que... Et c'est marrant parce qu'en regardant le film, je repensais du coup à d'autres films. Et c'est marrant parce que je pensais à Licorice Pizza, qui, dans un style complètement différent et dans une époque finalement plus tardive, oui, mais qui est pareil, avait ce côté time capsule aussi. C'est-à-dire, non pas une reconstitution du passé, mais l'impression d'une espèce de passé sous une forme de bulle, en fait, comme ça, où sous cloche. Voilà, les choses sont pas faciles. Il peut y avoir des choses extrêmement déchirantes à l'intérieur de la famille, mais il n'y a pas cette espèce de désir d'historiciser en fait le destin familial. Non, parce que ce côté contexte historique, en fait, on le voit par rapport à la trajectoire professionnelle, par exemple, du père, où on sent bien l'essor, par exemple, quand il part pour travailler pour IBM. Il y a un carton, c'est marqué Nord de la Californie. On peut se douter que Spielberg là va nous raconter un petit peu l'essor finalement de la Silicon Valley, parce qu'on peut en déduire que peut-être ça se passe à San Francisco. En tout cas dans la zone là où ça se passe. On sent le basculement technologique que les États-Unis vont prendre. Mais pour revenir sur ce que disait le doc sur l'absence de mythification de la famille, moi et sur ce côté lettre d'amour du cinéma aussi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi je suis d'accord dans le sens où alors, il y a une idéalisation, il essaye un petit peu de recoller les bouts, mais bon, ça ne se fait pas aussi facilement. La vocation cinéphile et cinéaste de Sam se fait via des allers-retours, comme tu l'as très bien dit, le doc. Et en ce sens-là, le film refuse du coup un petit côté fleur bleue, naïf, à l'eau de rose et du coup quasi positif. Et en fait, on sait très bien que Steven Spielberg, derrière ses... 2-3 productions un petit peu à la cool, par exemple les Indiana Jones, pour ne citer que. En fait, au final, c'est un cinéaste qui travaille la douleur. Et dans The Fabelmans, je trouve que ça retranscrit, il fait vraiment une très très belle synthèse entre ce côté film d'apprentissage, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'au final, le pauvre Sammy, en fait, il en chie tout le temps. À toutes les étapes de sa vie, il en chie. Et on le savait que Steven Spielberg a très mal vécu le divorce de ses parents. Il a très mal vécu le divorce de ses parents. Et même si tu regardes toute sa filmo, je pense notamment à Rencontre du troisième type, qui est un film qui est très dur. Hein. Derrière, on a beau avoir la dernière séquence magistrale en tête, le film est profondément pessimiste. Et en fait, The Fabelmans... Juste coupe, mais sur la fin de Rencontre du troisième type, c'est quand il avait fait l'acteur studio, enfin l'émission de télé. Le présentateur lui avait dit votre père était un mathématicien qui bossait avec les ordinateurs, votre mère, elle était musicienne. À la fin du film, comment est-ce qu'ils communiquent? Ils font de la musique avec des ordinateurs. Ouais, bah voilà. Et puis il lui disait ah putain mais merde c'est vrai en fait. C'est la première fois que je le vois. Oui, il a voulu déjà faire une genre de réconciliation entre ces... Et du coup, juste pour terminer, quand tu regardes en fait finalement toute la filmo de Steven Spielberg, donc tout se fait sous un aspect éminemment pessimiste, et The Fabelmans dans ce sens-là pourrait se raccrocher avec peut-être Arrête-moi si tu peux, ou d'Arrête-moi si tu peux, un film ultra ludique qui fonctionne à 2000%, qui est une évidence même, et pourtant le film est profondément triste. Et The Fabelmans, en fait, au final, c'est pareil. Alors il y a le dernier plan qu'on va peut-être pas divulgacher, même si on va en parler de ce dernier plan qui est merveilleux. Donc là, il s'inscrit dans une vraie tradition classique hollywoodienne, et du coup,
il sauve un petit peu la tête de Sammy en inculquant un petit peu de positif, mais bon, on sait que ça va être dur. Steven Spielberg, c'est pareil, sa carrière, il en a chié, il a commencé à la télé, Il a commencé tôt, mais il a eu des bides, Sugarland Express, tout ça, machin. Mais voilà, le film évite ce côté à l'eau de rose pour vraiment travailler quelque chose qui est douloureux, une trajectoire en fait avec des pas de côté où on recule pour mieux avancer, mais toujours où en fait le pauvre Sam en fait émotionnellement il en chie en fait tout simplement. Et je trouve que c'est assez beau et assez bien senti au final. Ah, moi, je vous rejoins complètement. Moi, je pense qu'effectivement, pour moi, une des croyances de Steven Spielberg par rapport à son cinéma, c'est que la technologie, c'est toujours le mélange entre la technologie et comment restituer l'humanité d'un personnage. Et pour moi, c'est exactement ces deux parents, c'est exactement l'expression, enfin l'incarnation même de ces deux choses-là. C'est-à-dire que, et quelque part, c'est à la fois pour ça que leur mariage marche et à la fois pour ça que ça marche pas, parce que ce sont deux personnes. Il y a quelque chose de presque de fatal, enfin pas de fataliste, mais c'est-à-dire de se dire que voilà, l'idéalisation justement familiale, est quelque part un non-sens en fait. D'autant qu'en plus c'est étonnant parce que c'est quand même deux personnages qui s'aiment encore. Bien sûr que le père il est absolument admiratif de la mère et la mère a énormément de respect. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de peine pour aussi. le père, voilà. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de peine et Michelle Williams, moi je trouve qu'elle a des moments dans le film qui sont où elle est super quoi. Moi je trouve quoi. Et le jeu justement d'acteur justement entre Paul Dano qui est beaucoup plus rigide quoi, mais volontairement rigide. Dans la réserve. Ouais, dans la réserve et tout. Je trouve que mais ça leur donne énormément d'humanité quoi, ces deux personnages quoi. Et je trouve que même les sœurs, moi j'aime beaucoup les sœurs. Ouais. Les sœurs sont très toute bien. la fratrie fonctionne hyper bien. Les trois sœurs sont très bien. Et il y a vraiment cette espèce d'humanité et qui ressurgit. Et c'est ça là où ça redevient intéressant, qui ressurgit quand Spielberg joue avec les codes justement cinématographiques. Et je pense notamment à deux moments. C'est quand il tourne le film de guerre, qu'il tourne le dernier plan et qu'il fait pour la première fois de la direction d'acteur. Et qui fait pleurer son acteur principal. Et qui fait pleurer son acteur principal. Avec ce côté un petit peu sadique aussi qu'on lui connaît dans certains de ses films, où lui-même en fait le disait que parfois il n'a pas été super cool avec des acteurs et puis des actrices parce qu'il fallait obtenir un effet, il faut être un peu sadique, il faut être un peu méchant. Et là où il découvre un peu vengeur finalement. Il découvre ce pouvoir-là qui va restituer en plus, parce qu'en fait cette scène-là elle se fait de manière plutôt amicale, mais il y a une répétition de cette scène-là, c'est le film de plage en fait qui doit tourner pour la fête de la fin de lycée, où il y a, moi je trouve, une super scène de dialogue avec son bully. Il fait un film à la Riefenstahl. À la Riefenstahl, voilà, exactement, et où le mec qui normalement devrait être tellement content de voir de se voir magnifié de cette manière-là, en fait, ça le dérange profondément, en fait. Parce que en fait, c'est le moment où le mec comprend en fait que ce que l'image qu'il renvoie, c'est pas ce qu'il est au fond de lui. Et je trouve que ce personnage-là, qui est présenté comme un personnage de bully cliché de film de lycée, le quarterback tout d'un coup, dans cette scène-là, il récupère toute son humanité d'un coup, en fait. Et donc, je trouve que là, pour moi, il y a cette espèce d'optimisme Spielbergien qui est que, voilà, on peut racheter un personnage en cours de film, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie on va le voir à travers les yeux, justement, de Spielberg. Et là aussi, Spielberg comprend, quoi. Enfin, le personnage de Sam comprend, en fait, que quand tu fais un truc au cinéma, tu vas magnifier des gens qui méritent pas forcément de l'être, quoi. Et qui peuvent être des gens tout à fait antipathiques, tout à fait. Donc c'est toute la beauté et le danger du cinéma. Et que c'est à double tranchant et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est comment ce mec-là en fait découvre le pouvoir en fait. Il découvre le pouvoir de l'image en fait et il le découvre en étant lui-même victime de ce pouvoir-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il éprouve d'abord ce pouvoir de manière négative sur lui-même avant de pouvoir finalement le reporter sur les autres. Et ça, pour moi, c'est pour ça que la scène du film de vacances avec sa famille, c'est une scène qui est centrale, quoi, parce que voilà, c'est là qu'à mon avis, sans le savoir, le personnage comprend. Et il comprend aussi comment il peut manipuler le réel. Enfin voilà, on va en reparler, mais comment il peut manipuler le réel. Après une très courte pause où on parle de contrôle. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Youth Avoider avec Contrôler. Le contrôle, il en est question, car si, comme disait Orson Welles, faire un film, c'est comme jouer avec un train électrique, donc comme on a vu dans le film, c'est aussi, comme disait François Truffaut dans La Nuit américaine, autre cinéaste phare et important dans la carrière de Spielberg, les films doivent être plus harmonieux que la vie, et donc effectivement c'est finalement peut-être ce qu'essaie de faire donc le personnage de Sammy dans The Fabelmans, de rendre les films plus
harmonieux que la vie, justement, et par une question qui nous intéresse. On en parlait un petit peu avant d'écouter A Youth Avoider, mais donc la question de l'image et aussi la question du montage. À quel point, par le biais du montage et donc par le biais de l'image, ça peut être un révélateur finalement des secrets donc de la famille, mais des secrets de la vie, je vais employer des grandes phrases, même de manière générale, parce que donc, comme on disait, son père était lui plutôt un technicien de l'informatique, mais très intéressé aux questions techniques et au matérialisme, pas le marxisme, hein, mais on va dire la question matérielle. Et par ce biais-là, justement, le personnage de Samy, c'est comme ça qu'il va finalement apprendre le cinéma plus que finalement en voyant des films, même si très jeune, il est donc impressionné par les films de 2000 ou par les films de Ford. C'est quand même plutôt par le prisme de la technique qu'il va essayer de appréhender le monde du cinéma et même presque le monde tout court. Il y a notamment une scène de montage assez merveilleuse où donc il va apprendre l'adultère de sa mère avec son oncle Benny, justement par le défilement des images, par le biais du montage et par justement le fait de recoller différents morceaux ensemble. C'est de là qu'il va prendre conscience et par le biais après d'un petit film de famille, essayer quasiment de reconstruire la cellule familiale qui commence à se disloquer déjà. Thibaut. Alors ouais, là c'est un petit peu la grande question du film, parce que cette séquence du montage du film familial, en fait, est à rapprocher avec ce que disait Doc avant la pause sur la fabrication du film de fin d'année, de film de plage, quand il est pour la fête de fin d'année là, de son bahut, où justement il va révéler finalement l'humanité d'un personnage qui à première vue n'en a pas. Et en fait dans la séquence du film familial, il fait quasi en fait il fait un petit peu la même chose au final. C'est que il y a des choses qui sont cachées au sein d'une cellule, donc que ce soit d'une famille ou d'un groupe de lycéens, et c'est la caméra qui va révéler en fait ce que sont en fait les membres de cette cellule de manière quasi profonde. Et c'est par le biais de sa caméra et par le biais du montage, comment est-ce qu'on capte les sentiments et comment est-ce qu'on essaye d'avoir des étincelles de vie finalement qui existent dans des images qui sont figées. Et en fait, dans ce sens-là, il me semble que, alors, j'ai pas la citation exacte, mais il me semble que c'est Yannick Dahan qui en parlait beaucoup. La fameuse citation de David Lean, où il se promène à la plage avec sa femme et sa femme dit c'est beau, et David Lean se recule un peu, fait un cadre avec ses doigts et il dit non, maintenant c'est beau. Et en fait c'est le metteur en scène. Ah là 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 là. Et en fait, du coup, Ça sent la légende hein, quand même. ça sent la légende, mais alors voilà, je n'ai pas vérifié. Il faut l'imprimer. Il faut l'imprimer, ouais. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, Spielberg et David Lean, en fait, ont quasi le même discours. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va à Spielberg a quand même souvent dit que Lean était une de ses plus grandes inspirations. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, c'est le contresens du discours de John Ford. Donc Ford qui est admiré par Steven Spielberg, qui est adulé également par le jeune Samy dans le métrage. Qui est normalement admiré par tout le monde. Qui est admiré par tout le monde, parce que oui, c'est le plus grand cinéaste américain de l'histoire du cinéma. On va jamais le plus grand cinéaste tout court. Donc on le répétera jamais assez. Mais en fait, il va à contrepoint, c'est l'antagoniste en fait du cinéma de John Ford, et en fait, je trouve ça assez hallucinant d'aller à rebours, schizophrène en plus, d'aller à rebours d'une de ses idoles, d'un des cinéastes qu'il admire le plus. Et là, par contre, il y a un mouvement pendant cette séquence du montage du film familial, donc il découvre l'adultère entre sa mère et Benny. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le mouvement de caméra qui se fait. Donc, on est sur un plan séquence, une espèce d'énorme travelling circulaire qui est absolument magnifique. Mais ça corrobore en fait ce qu'on disait au début, où en fait, on pourrait dire le travelling circulaire est un mouvement de caméra ultra ample, où tu peux faire dire 1000 choses, un mouvement quasi épique, mythologique. Et en fait, pas du tout. Donc, ce travelling circulaire-là sert justement à accrocher l'intime dans ce qu'elle a au plus près du corps et du cœur. Donc voilà, c'est encore le grand écart, c'est encore la schizophrénie du film qui est. Parce que dans ce travelling, en plus, il y a à la fois un côté intime, parce qu'on est très proche du personnage de Spielberg, c'est hyper oppressant, parce qu'on sent qu'il y a une révélation qui arrive. Exactement. Il y a comme
un grand suspense que en fait qui n'en est pas vraiment un parce qu'on le devine Oui. relativement vite quand même, mais qui va se créer et qui donne vraiment un effet ultra galvanisant finalement à cette séance de montage. Alors que justement, il y a un côté, donc, en fait, voilà, il y a un côté ultra galvanisant parce que tu sens qu'il va découvrir quelque chose et tout. Putain, ça va être super. Et en fait, non, toujours cette question de la douleur où là, il se dit non, mais c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est le contre-champ de cette scène, c'est quand il va montrer le montage à sa mère. Où là, on la voit dans cette espèce de placard, dans une séquence quasi carpenterienne, où elle se fond en larmes quand elle voit que voilà, la caméra a capté la réalité. Donc, ça reste quasi hallucinant. Donc, en fait, c'est que cette séquence-là, qui est à peu près au milieu du film en plus, hein, en termes de. Le film 2h30, il me semble qu'elle est au bout d'une heure, cette séquence-là. Elle a un contre-champ, elle a un parallèle, et en plus, tu peux convoquer d'autres cinéastes, aller à rebours avec d'autres cinéastes. Enfin, c'est hallucinant, en fait. Juste une séquence qui fait 5 minutes à tout casser. Elle est d'une richesse absolue. Et lettre C'est d'amour. triste. Est-ce que c'est finalement cette séquence-là qui fait que c'est la lettre d'amour au cinéma? Je sais pas, mais en tout cas, cette lettre, elle est quand même un petit peu. Elle est écrite à l'encre noire au final. Ah, Donc puis, voilà, ça revient à ce que je Plus disais qu'une sur ce lettre, côté. t'as quand même une des premières scènes où il regarde justement des films dans son placard, où pour le coup il assume littéralement que genre c'est l'éjaculation des images parce que son projecteur il est entre ses jambes et ça envoie un grand jet de lumière Ouais. sur le Donc, mur. voilà, il y a ce Parler de côté, psychanalyse. lettre d'amour au cinéma qui revient. Elle est voilà, vraiment cette. Mais voilà, à l'encre noire. Donc À c'est l'encre assez de nos hallucinant en vies. fait comment un travelling circulaire et un processus de montage fait que tu peux convoquer mais juste 1 million de trucs. C'est fabuleux. Erwan. Alors moi je sais que moi cette scène-là en fait c'est alors évidemment il y a toute l'histoire du montage hein, mais moi il y a un autre aspect aussi qui m'a intéressé c'est l'histoire le rapport au hors-champ. C'est-à-dire le fait que quand tu décides que ce que tu décides de mettre à l'intérieur du cadre d'une caméra c'est un choix voilà c'est un choix essentiel. Parce que tu Spielberg en général est assez fort pour ça parce que dans ses films tant que ce n'est pas dans le champ ça n'existe pas pour les personnages. Alors justement, et là c'est intéressant parce que justement le personnage de Sam décide de couper en fait les images sur lesquelles on voit sa mère avec Benny. Parce que c'est une commande de son Voilà. père, parce que Voilà. sa grand-mère vient de mourir. Donc pour qu'elle aille mieux, il lui demande un petit film de montage Voilà. du week-end pour se rappeler un petit peu des quelques moments Et en heureux. fait, voilà. Et en fait, il fait un choix. Il fait un choix moral, hein, je veux dire, c'est-à-dire de décider. C'est-à-dire, est-ce qu'il cache ces images-là, auquel cas il va du côté de sa mère, ou est-ce qu'il les met, et auquel cas il va du côté de son père, il révèle les choses à son père. Et comme il ne veut pas faire souffrir ni l'un ni l'autre, il décide de cacher. Mais c'est une douleur pour lui parce que ça veut dire qu'il ne peut pas partager cette connaissance qu'il a par l'image avec les autres. Et je trouve que justement la scène avec la mère est vachement bien parce que tu vois pareil. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait il nous montre son lui jeune, son lui voilà sa version jeune de lui-même en train de se retrouver face à ce choix-là. Et quand il est dans la scène avec la mère dans le placard, le choix il nous le fait en fait, il nous présente, il nous dit voilà, je vous ai montré comment est-ce qu'on se retrouvait à faire un choix, et maintenant ce choix je vais le faire. C'est-à-dire qu'en fait en ne nous montrant pas les images et en montrant que la réaction de la mère, et moi je trouve qu'il y a une espèce de forme de pudeur et de respect justement évidemment de se dire là à ce moment-là c'est plus les images qui comptent. C'est comment la mère va réagir à ces images-là. C'est la réaction, c'est Voilà, l'humain. et comment elle va découvrir que son fils sait quoi en fait, voilà. Et je trouve que c'est un plan qui est magnifique hein, moi, à l'intérieur du film et et justement alors là pour moi en plus en plus de tout cela il y a effectivement le fait que ça fait penser à Blow Up évidemment comme scène, mais pour moi ça fait penser aussi à De Palma, c'est-à-dire l'image manquante quoi, l'image cachée. D'autant que De Palma avait eu quand même pareil, la révélation de la tromperie de ses parents par le prisme d'une caméra aussi. Voilà. Et le truc c'est que sauf qu'ils ont tous les deux pris une direction d'ailleurs différente dans leur rapport à l'image. Mais justement comment dire cette scène là, moi par exemple quand il revient en arrière pour capter le geste d'affection de Benny envers sa mère, ce qui est intéressant c'est qu'il y a les petites sœurs qui Back jouent and to the left. voilà, il y a les petites sœurs qui jouent au premier plan, et là pour moi c'est vraiment presque c'est une démonstration de ce qu'est un film en fait, tout simplement. C'est-à-dire que dans un film vous avez toujours une intrigue. Et l'intrigue, c'est les petites filles qui jouent, et puis vous avez quelque chose d'autre. Arrière-plan. Voilà, vous avez un propos qui est
derrière l'intrigue en fait, qui est littéralement derrière l'intrigue. Et en fait, l'image parle pas de ce que ça vous montre, elle vous parle d'autre chose simplement. Et cette distinction entre l'intrigue et le propos, dire ce que vous racontez dans un film et en fait ce que vous voulez vraiment dire à travers votre film. Moi, je trouve que dans cette scène-là, c'est une scène, mais pour moi, c'est une scène d'école de Cinoche. Cette scène. Donc en plus, C'est une scène que tu peux montrer dans un cours et montrer tous les genre enjeux. De choses, Spielberg le fait par l'image, parce que la seule scène, on va dire un peu presque didactique, mais que je trouve magnifique, c'est la scène avec son oncle Boris dans la chambre de Samy, où il lui dit donc que littéralement, qui est une scène inventée, une scène inventée, mais qui littéralement il dit. Donc, comme on disait, il y a la famille et puis il y aura ton art, et entre les deux, tu vas être déchiré. Et c'est la seule fois presque où donc cette dichotomie va être verbalisée, parce que sinon il ne passe que par le prisme de l'image. Mais le personnage de Boris, moi je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le rapport au judaïsme. Et pour moi, c'est quand même un truc qui est souterrain à l'intérieur du film et qui est quand même super important. Pas simplement dans le fait qu'il fait Hanouka, qu'ils ont pas dans les signes extérieurs, mais quand la mère a un rêve à un moment, le téléphone sonne et elle est persuadée que sa mère morte lui dit il va venir, le laisse pas rentrer dans la maison. Et ça, en fait, alors moi, ça me fait penser à la légende du Dibouk dans la tradition judaïque, où le mec vient frapper à ta porte, il faut pas le laisser rentrer. Et où ça introduit une espèce de dimension moitié fantastique à ce moment-là du film. Et effectivement, le Boris, lui, il vient montrer un artiste fort. Ouais, voilà, c'est ça. Il vient montrer effectivement le résultat sur son corps et dans son âme justement de ce choix-là. Et il vient le confronter à ça. Il paraît un peu fou, son corps est fatigué, il parle vite, il mange mal. Voilà. Et c'est une scène, c'est pour ça que c'est une scène qui apparemment qui n'a jamais eu lieu. Apparemment, Spielberg avait un oncle qui s'appelait Boris, mais qui lui a jamais dit ça. Mais par contre, c'est intéressant de voir comment est-ce que finalement il reprend des éléments en fait de tradition judaïque, pour les transformer en quelque chose de presque mythique en fait dans cette conversation. Pour moi, c'est une conversation à caractère mythique en fait. C'est-à-dire que moi, l'oncle Boris, pour moi, c'est presque pas un personnage réel en fait. C'est un personnage symbolique en fait qui apparaît, qui délivre une vérité que l'autre a besoin d'entendre et qui repart quoi. Mais qui est réécrit. Prophétique, il y a un côté prophétique en fait. C'est le vieux prophète biblique. Tu vois, c'est le prophète qui sort du désert. Qui arrive, qui dit ce qu'il a à dire et qui repart. Qui a une scène et qui repart. Voilà, et qui repart. Et pour moi, là, il y a des trucs vraiment qu'on a à voir avec. Et comme après, il y a tout le truc sur l'antisémitisme en Californie et tout ça. Tu sens quoi là, il y a quand même et la rencontre notamment du jeune Sam avec une jeune fille qui est catholique pratiquante. Qui sont des scènes magnifiques et qui sont hyper drôles parce qu'il faut dire que quand même il y a plusieurs scènes. Oui, on a l'impression dans le film. On a l'impression que c'est un film un peu cynique, mais pas du tout. Hyper bien. Et toute cette scène-là de drague avec une catholique ultra, donc un monde a priori assez différent du sien, qui sont des juifs plus traditionnalistes, on va dire, et avec des scènes comiques qui sont hyper drôles, qui sont hyper touchantes, et qui sont, la scène de prière dans la chambre de la jeune fille, c'est vraiment c'est merveilleux. Il y a le film a la force d'arriver en toute simplicité à conjuguer et à convoquer plusieurs genres. Alors, Doc, tu parlais du côté un petit peu fantastique. Moi, je trouve que toute la partie en Californie, qui est vraiment teen movie à mort. Ah bah c'est American Graffiti pour moi. Mais ça fonctionne pareil à 2000%, et les traits d'humour fonctionnent à American Graffiti en même temps. Oui, il recite tous ses potes. Donc en fait, complètement. De toute façon, il y a un tatou à un moment sur un bord de route. Et moi, j'ai pensé à Massacre à la tronçonneuse tout de suite. Quand ils arrivent en Arizona, ils croisent un animal mort. Moi, tout de suite, j'ai pensé à Massacre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, il y a un truc, c'est quand on a parlé de la question du hors-champ, ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à la déclaration d'intention du film. Et je vais revenir au premier plan du film, dans le sens où comment en fait Steven Spielberg assume le projet autobiographique de son projet. C'est que si on regarde la première scène du film, donc il y a un mouvement de caméra qui est plutôt ample, où on voit un petit peu la queue qui est devant un plan qui est hyper compliqué en plus, qui se fait devant le cinéma, et on tombe en fait sur le petit Sam. Et il y a deux mains qui se posent sur son épaule. Et en fait, c'est deux mains qui se posent sur son épaule et le reste du corps est hors champ. Et en fait, c'est un procédé que Spielberg a beaucoup utilisé dans E.T., dans le sens où dans E.T., il faut revoir E.T. pour ça, c'est cette défiance vis-à-vis du monde des adultes. Et en fait, les adultes, notamment les hommes, sont toujours, en ce sens, on peut re-regarder le doc de Clea Cohen qui était dispo sur la chaîne YouTube d'Arte, me semble-t-il, et où on se rend compte en fait
que l'homme, la figure adulte masculine en fait est toujours hors champ et du coup est toujours une menace parce qu'on voit que des bribes, des pieds ou alors des bouts de main ou alors des ombres. Et en fait ici Spielberg dans l'intro de The Fabelmans, en fait il rejoue un petit peu cette logique là, mais là ce côté il va découvrir le hors-champ, il va ouvrir le hors-champ et en fait là il va rentrer entièrement dans son projet autobiographique. Donc tu vois qu'il y a quand même une évolution entre E.T. et ce qu'il fait en 2022, enfin dans les années 2020. Et je trouve que c'est absolument passionnant dans son rapport un petit peu au monde des adultes, où ce que les personnages enfants et après adolescents et puis jeunes adultes vont avoir avec les personnages adultes, on va dire plus installés, on va dire. Et je trouve que voilà, le film est aussi à voir en parallèle avec E.T., avec cette question de la main sur l'épaule. Au début, je fais putain, il est en train de refaire E.T. Ah mais non, il le découvre. Et là, il peut rentrer dans son projet autobiographique. Et là, je trouve ça. C'est pour ça que je disais qu'on a l'impression que hyper bien foutu. Que toutes les choses qu'il traite dans The Fabelmans, il a déjà fait par le prisme de la fiction. Mais il a fait évoluer, il a fait basculer un petit peu. Sauf qu'on voit l'évolution, on voit le retravail qu'il y a derrière, on voit presque la reprise justement, ce qui donne un film aussi riche que ça, parce que sur des bases qui semblent être relativement connues et presque balisées, finalement, il arrive encore à se renouveler et à faire évoluer son propos aussi. Et pour conclure, moi je vais revenir sur le dernier plan du film, qui est juste après le climax, donc qui est une chose dont il avait parlé dans plusieurs entretiens, qui est sa seule rencontre avec Ford, qui a duré entre 5 minutes et 30 secondes. Qui est ici interprété par David Lynch, ce qui n'est pas non plus un choix innocent, parce que ça permet de mêler l'ancien et le nouveau dans un même corps. Ou donc l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure sur la question de la ligne d'horizon, et donc que le dernier plan du film, le jeune Sammy sort du bureau, il va dans la rue au milieu des studios. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Là, les centrales. Et donc, on le voit qui marche gaiement. Et la ligne d'horizon est au milieu. Et là, la caméra redresse un petit peu de manière un petit peu bancale pour justement que l'horizon ne soit pas au centre. Ouais, c'est un petit trait d'humour, ça. Pour moi, ça va plus loin que ça. C'est un trait d'esprit, mais ça montre à la fois son côté plus loin que ça. ultra modeste de Spielberg, où finalement, on a toujours des choses à apprendre et des choses même à refaire presque, et qui montre finalement que même à 75 ans, les leçons des vieux maîtres sont toujours à prendre en compte. Et en plus, je trouve vraiment mortel, c'est que ce plan, ils n'ont pas réussi à le faire en live parce que ces techniciens sont tellement bons qu'ils n'arrivaient pas à faire un plan foiré. Ouais, un plan maladroit. Mais moi, je trouve que ce plan-là, je le trouve vachement intéressant dans la mesure où en fait, ça remet en... Pour moi, il y a une scène je me souviens de Ready Player One. Voilà, pour vous, il y avait un côté vieux con dans ce film-là. Mais pour moi, il y a une scène qui, pour moi, annonce The Fabelmans dans ce film-là. C'est à toute fin du film. Le héros arrive pour récupérer l'œuf de Pâques. Et il rencontre le créateur de l'univers de Ready Player One. Et là, le créateur, il y a un petit gamin. Donc, il est dans une espèce de grenier, de chambre-grenier. Et donc, il est à la version adulte. Et il y a un petit gamin qui joue à la console. Et il dit j'aime bien l'avoir à côté de moi. Et pour moi, cette phrase-là, dans Ready Player One, c'est une phrase qui m'avait marqué, quoi. Je m'étais dit, tiens... Parce que je me disais, tiens, j'ai l'impression que c'est Spielberg qui parle. Je n'ai pas l'impression que c'est l'auteur du livre, je n'ai pas l'impression que c'est le scénariste, j'ai l'impression que c'est Spielberg là, qui est en train de me parler. Et effectivement, The Fabelmans, en fait, pour moi, c'est la continuité directe de ça. C'est-à-dire que cette idée que... De garder l'enfant. Cette idée que cet enfant malade, cet enfant qui faisait des trucs maladroits en 8 mm, quelque part, il est toujours là. Et je trouve que de terminer le film par ça, c'est aussi une manière de revenir au début. Et de dire c'est que au fond de cette technicité finalement que j'ai acquise avec l'âge, il y a toujours cet enfant de 10 ans qui maladroit, mais augmenté de la leçon de John Ford. C'est-à-dire que et qui a compris que la ligne d'horizon est plus intéressante si elle est haute ou si elle est basse, quoi. Et je trouve que alors pour moi c'est un pur plan vraiment de cinéma absolu, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas comprendre ça. Pour moi, c'est pas un plan que tu peux comprendre si t'es pas cinéphile.
Voilà, c'est un plan que tu peux comprendre que si le cinéma, tu t'es déjà posé des questions à partir du cinéma. C'est-à-dire que tu ne regardes pas juste des films pour ton plaisir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cinéma, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus que juste du divertissement. C'est du divertissement plus quelque chose d'autre. Et là, pour moi, dans ce plan final, il y a tout, quoi. Il y a le rapport à l'enfance, la question de l'expérience, et puis le fait de qu'est-ce que c'est que le cinoche, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça marche, le cinoche. Le cinoche, ça marche parce que voilà, on est maladroit au départ et puis au bout d'un moment on comprend que la ligne d'horizon, il ne faut pas qu'elle soit forcément placée au milieu pour que ça soit intéressant. Alors, Thibaut, pour conclure. Et pour conclure, peut-être sur le futur de la carrière de Steven Spielberg, parce qu'il a bien entendu d'autres projets, mais ce plan final, donc c'est le plan ultra classique du cinéma américain, hein, c'est le plan final de Stagecoach. C'est un western, quoi, c'est le départ John vers Ford. l'horizon, on va vers l'aventure. Voilà, go west. Et tout ce que destinée. voilà, ouverture des possibles et compagnie, et en même temps, comme le dit Doc, il y a un côté retour à l'enfance, donc du coup ça participe de la schizophrénie du film, et ça nous prouve aussi que Spielberg a encore des choses à apprendre. Il nous le dit, et en Qui même veut apprendre des choses. qui veut apprendre des choses, et en même temps, L'apprentissage qui va tout au long faire- de la vie. mais en même temps, il va encore nous pondre encore quelques films dans le futur, parce que voilà, l'horizon est dégagé, il est en plein milieu des studios. Donc Samy qui a 20 ans et Steven Spielberg qui en a 75 bien tapé, et au final, même combat. Et c'est magnifique. Voilà, donc c'est The Fableman de Steven Spielberg actuellement dans vos salles, c'est quand même pas mal. On va passer au coup de cœur. Les coups de cœur, carrément Fleuret, rapido presto. Ouais, alors on va aller très vite. Alors disponible en ce moment sur le replay d'Arte, donc la fabuleuse série politico-médiatico, c'est le bordel, de la BBC State of Play. Jeu de pouvoir en français. Jeu de pouvoir en français, avec quelques effets un peu vieillots, mais tout le reste du propos est bien entendu d'actualité. Ça va à 3000 à l'heure, c'est passionnant. Il y a 6 épisodes, 52 minutes. On se bouffe ça très rapidement et ça fonctionne toujours si bien. Merci, docteur. Alors moi, ce sera un film japonais de Kinuyo Tanaka, qui était une des grandes actrices, la grande actrice de Mizoguchi, mais pas que, qui a beaucoup joué chez Naruse aussi, et qui a réalisé 6 films en tant que réalisatrice dans un milieu où c'est à une époque et dans un milieu cinéma japonais qui était quand même très machiste. Et en 61, donc elle a réalisé son 5e et avant-dernier film qui s'appelle La Nuit des femmes, qui est un film consacré aux prostituées après le passage de la loi contre la prostitution en 1956 et sur la réhabilitation des prostituées. Et c'est vachement bien, avec plein de super actrices et des scènes assez cash, notamment une scène de torture à la bougie qui est assez cash. Donc c'est un film très surprenant, mais très maîtrisé, comme souvent d'ailleurs dans le cinéma japonais de ce début des années 60. Merci, et moi donc ce sera The Hit de Stephen Frears, son polar anglais road movie Tim Ross. en Espagne avec Tim Ross. C'est Albert Finney. Non, pas Albert non, Finney, il y a Terrence Stamp et il y a Terrence Stamp, John pardon. Hurt, voilà, absolument merveilleux, comme quoi ils sont quand même forts les Anglais quand il faut faire des polars. Merci beaucoup messieurs, merci Valentin à la mise en son de cette émission. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir et vive la grève. Salut.